Le billet que je tiens dans les mains va vous démontrer dans un instant ce qui sépare les gagnants des perdants. Si ce billet de 50 $ était disponible, et il l'est, qui le voudrait ? Merci. Attendez, revenez un instant. Comment vous appelez-vous ? Cathy. Qu'est-ce qu'a fait Cathy que personne d'autre dans le public n'a fait ? Elle s'est levée et elle est passée à l'action. Trop souvent, on reste assis, on attend, on espère, on rêve, on affirme, on prie, on médite et on fait tout ça. Et tout cela est important, c'est une partie du process. Mais à un certain moment, une opportunité se présente. Et si vous n'agissez pas, vous passerez à côté de 50 $ ou bien plus encore. Plongeons tout de suite dans ces 6 étapes du succès. Étape numéro 1, vous devez décider ce que vous voulez. Et j'aimerais que vous ayez une grande vision. Je veux que vous alliez chercher tout ce que vous voulez dans la vie. Et que vous soyez en accord avec cela, du fond de votre cœur. On nous a tous dit, tu ne peux pas avoir ça, tu ne peux pas faire ça, oubliez tout ça. Si rien de cela n'avait d'importance et que tout était possible, que voudriez-vous ? Alors je dis souvent, demandez quoi, pas comment. Car beaucoup d'entre vous ne savent pas comment vous allez y arriver. Quand vous ne voyez pas comment vous pouvez y parvenir, vous avez peur de vous engager. Eh bien, je ne vois pas comment avoir une relation parfaite avec mon mari, donc je ne veux pas m'engager là-dedans parce que je ne veux pas échouer. Je ne vois pas comment je pourrais entrer en école de médecine avec le revenu que nous avons, donc je ne veux pas m'engager là-dedans. Ce que je vais vous enseigner ici, c'est que si vous prenez l'engagement et faites les autres étapes dont nous allons parler, le comment apparaîtra en cours de route. Et ensuite, y a-t-il des accomplissements que vous souhaitez réaliser avant de mourir ? Peut-être voulez-vous obtenir ce doctorat, écrire un livre, ou publier une lettre dans un journal, ou faire ce tour du monde, quoi que ce soit. Maintenant, ne laissez pas votre esprit vous dire que ce n'est pas possible. Je veux que l'enfant qui pense que tout est possible à l'intérieur de vous décide de ce que vous voulez vraiment. La dernière étape ici, c'est que vous devez partager votre vision avec les autres. Beaucoup de professeurs disent qu'il ne faut pas parler de sa vision aux autres parce qu'ils risquent de la critiquer et de réduire votre enthousiasme. Mais rappelez-vous de vous entourer de gens positifs et si quelqu'un critique votre rêve, dites simplement « merci pour ta contribution ». D'accord ? Parce qu'ils essayent de vous aider à leur manière. Peut-être qu'ils pensent que vous ne pouvez pas y arriver, alors dites-leur merci et passez à autre chose et allez parler à quelqu'un d'autre. Mais en partageant votre vision et vos rêves avec les autres, certaines personnes diront « j'ai le même rêve ». Je peux t'aider. Martin Luther King s'est levé et dit « j'ai un rêve ». Et beaucoup de personnes ont répondu « et je partage ce rêve, je vais marcher à vos côtés ». Et au final, quelque chose a commencé à changer dans la lutte contre le racisme dans notre culture. Mais il a fallu que quelqu'un se lève pour que d'autres puissent se joindre à ce rêve. Et vous serez surpris de voir qui sera attiré par votre... La deuxième étape vers le succès est si cruciale. Vous devez établir des objectifs spécifiques pour votre vision ou votre rêve. C'est bien beau de dire que vous voulez une résidence d'hiver à Hawaï. Mais ça ne suffit pas. Ça doit être mesurable. Ça doit exister dans le temps et l'espace. Combien et pour quand ? Vous devez avoir un objectif mesurable pour chaque partie de votre vision et je pense que vous devez avoir au moins 101 objectifs. Allez-y à fond. John Goddard, dont nous avons parlé dans notre premier livre, lorsqu'il avait 15 ans, il a établi une liste de 127 objectifs qu'il voulait atteindre. Il était assis dans la salle à manger avec son père et plein de gens importants venaient dîner, des gens très riches de la ville. Et il les écoutait parler à son père, qui était un homme d'affaires prospère. Il disait des choses comme « J'aurais aimé voyager autour du monde avant de commencer mon entreprise, car maintenant c'est trop tard. » Ou « Je regrette de ne pas avoir passé plus de temps avec mes enfants. » Ou « J'aurais aimé lire l'encyclopédie ou apprendre la musique, à jouer d'un instrument. » Et il s'est dit « Je veux pas vivre ma vie et arriver à 50 ou 60 ans en me disant « J'aurais aimé. » Ou vivre sur ce que l'un de mes amis appelle l'île des un jour. Un jour je ferai ceci, un jour je ferai cela, et rien n'arrive. Alors il a fait une liste de 127 objectifs. Ce n'étaient pas des objectifs mineurs, c'était des choses comme visiter la grande pyramide en Égypte, visiter la grande muraille de Chine, visiter le Vatican, rencontrer le pape, apprendre 3 langues, lire l'encyclopédie, tirer avec un long fusil sur une bougie à 30 mètres de distance, piloter un avion, apprendre à manœuvrer un bateau, apprendre à taper 150 mots par minute, toutes sortes de choses. Et il a atteint 115 de ses 127 objectifs. Donc chaque matin, il se réveille et il sait exactement vers quoi il travaille. Il a un plan pour sa vie. Et vous, avez-vous un plan pour votre vie ? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi ? Regardons cette idée de précision pendant un instant. Comme par exemple une maison d'hiver à Hawaï. Très bien. Mais si je dis « je posséderai un appartement de 2 chambres en bord de mer sur la côte ouest de Maui, Hawaï »,
d'ici le 1er juin 2027. Ça semble plus clair? Oui, et tant que vous n'aurez pas atteint ce niveau de précision, la partie créative de votre cerveau ne s'activera pas pour vous aider à y arriver. Et c'est pourquoi beaucoup de gens n'atteignent jamais leurs rêves, ils ne les rendent pas assez précis. Il faut entrer dans les détails, à la virgule près. Je veux m'amuser davantage. Que signifie cela? Mais si je dis « je vais écouter des comédies 2 fois par semaine pendant 1 heure », vous allez probablement plus vous amuser, alors rendez-le spécifique, rendez-le concret. Certaines personnes disent « je veux que notre entreprise grandisse, mais de combien et pour quand? Je veux que les résultats de lecture augmentent dans une école, de combien et pour quand ?» Tant que vous ne faites pas ça, vous ne pourrez pas progresser. Beaucoup de rêves ne se réalisent jamais parce qu'on n'a pas de chiffre clair, pas de combien et de pour quand. Une autre chose à faire est de décomposer vos objectifs. Disons que je veux aller à l'université et obtenir un doctorat. Mon Dieu, je ne suis encore qu'un lycéen. Au tout début, ça peut être un peu écrasant, mais si on le décompose en petites étapes. Et la prochaine étape serait de terminer le cours de mathématiques, obtenir un A dans cette matière, demander une brochure dans une université, obtenir un catalogue. Choisir plusieurs universités auxquelles je veux postuler. Vous continuez de diviser en petites étapes. Ensuite, vous trouvez comment accomplir chaque étape et vous mettez une date pour chaque étape. Puis vous commencez à exécuter le plan. Quelqu'un a dit si tu échoues à planifier, tu planifies d'échouer. Ça fait sens? Ouais, absolument. Je lisais le livre Guinness des records parce qu'on pensait à y figurer et il y avait ce type qui s'était fixé pour objectif de manger un vélo entier. Les pneus et tout. Alors, comment fait-on ça? Eh bien, ça lui a pris 17 jours. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a découpé le vélo en morceaux, puis il les a fondus en petits morceaux avalables et il les a mangés. Donc l'idée est la suivante, tout peut être fait si vous le décomposez en petites étapes, ça fait sens? Alors ne laissez pas la grandeur d'un objectif vous écraser. Et finalement, quel est le but de tout ça? Le but de tout cela n'est pas d'obtenir le $1 million, la Rolls-Royce, le livre best-seller, tout ça c'est bien. Mais ce n'est pas le résultat qui compte, c'est la personne que vous devenez en atteignant ce résultat. Jim Rohn disait « Fixez-vous un objectif si grand que dans le processus de l'atteindre, vous devenez quelqu'un qui vaut la peine d'exister. Le résultat n'est pas le réel objectif. Si vous vous fixez un grand objectif, 3 choses vont apparaître dans votre vie. La première, c'est le doute, toutes les pensées pourquoi c'est impossible, toutes les peurs que vous avez à l'idée de vous lancer et de faire cette chose. Et enfin, il y a des obstacles réels dans le monde. Il y a des lois et des choses qui peut-être rendent cela illégal ou bien ce n'est pas encore autorisé ou ce genre de choses. Vous devrez apprendre à surmonter ces obstacles. Apprendre à calmer les inquiétudes dans votre tête et à surmonter vos peurs. Mais avez-vous déjà fait quelque chose qui était vraiment effrayant? Et la deuxième fois, ça ne l'était plus autant et en un peu de temps, ça devient facile. Et à la fin, vous obtenez quelque chose dans votre vie qu'on appelle la maîtrise. Et c'est l'objectif. L'objectif est la maîtrise. Maîtrisez vos peurs, maîtrisez vos pensées, maîtrisez vos comportements afin que vous puissiez faire tout ce que vous voulez. Ça, on ne peut pas vous l'enlever. Troisièmement, vous devez visualiser le résultat que vous voulez. C'est probablement l'étape la plus importante des 6, peut-être la deuxième plus importante. C'est l'une des 2 premières. Qu'est-ce que ça signifie? Vous avez tous entendu dire « visualisez vos objectifs comme s'ils étaient déjà réalisés ». Pensez à ça, avez-vous eu aussi un ami à l'école qui était passionné de skateboard ou autre? Vous entriez dans sa chambre et tout un mur était couvert de photos de skateboard. C'est comme s'il s'entourait de cette image de ce qu'il veut. Les gens disent « je le vois si bien que je peux le sentir ». Vous avez déjà entendu cette phrase? Et ils peuvent littéralement le voir et parce qu'ils peuvent le voir, ça crée quelque chose en eux qui les pousse vers leur objectif. Laissez-moi vous le démontrer. Puis-je demander à tout le monde de se lever là où vous êtes un instant et vous à la maison, levez-vous aussi. Maintenant, nous allons faire un petit exercice que vous allez trouver littéralement incroyable. Ça va ouvrir votre esprit à un tel niveau que vous ne serez plus jamais le même, en ce qui concerne cette technique dont on parle. Ce que je vais vous demander de faire, regardez pendant 1 minute puis nous le ferons ensemble, d'ici peu je vais vous demander de tendre votre bras droit devant vous, en ayant vos pieds à environ 30 cm l'un de l'autre. Ensuite, je vais vous demander de tourner aussi loin que vous pouvez. Lorsque vous ne pouvez plus tourner votre corps, notez où votre main est pointée. La mienne est juste à droite de ce pilier. Ensuite, regardez à droite et à gauche. Je vois la fenêtre bleue, je vois le mur avec le tableau dessus. Obtenez une image claire et verrouillez-la dans votre esprit comme une photo, ok? Tout le monde est prêt à le faire? Levez votre bras droit et allez-y, tournez aussi loin que vous le pouvez. Et quand vous ne pouvez plus aller plus loin, remarquez où votre main pointe. Voyez ce qui est à droite, ce qui est à gauche, obtenez une image bien nette, puis revenez au milieu et abaissez votre bras. D'accord, très bien.
Maintenant, si vous le voulez bien, je vais vous demander de fermer les yeux. Fermez les yeux. Et imaginez simplement que vous levez votre bras. Imaginez que vous déplacez votre bras à travers votre corps dans la même direction que la dernière fois. Cette fois, quand vous atteignez le point où vous vous êtes arrêté, vous allez aller 30 à 60 cm plus loin sans aucune pression, sans effort, sans douleur. Vous êtes simplement capable d'aller plus loin. Remarquez où votre main sera pointée maintenant. Utilisez le pouvoir de votre imagination pour créer une image particulièrement claire. Rendez-la réelle, nette et lumineuse. Excellent. Ensuite, imaginez ramener votre bras au centre, le redescendre et ouvrez les yeux. Tout le monde, levez à nouveau votre bras droit. Nous allons tourner à nouveau, cette fois allez aussi loin que vous le pouvez. Voyons jusqu'où vous pouvez aller. Puis revenez au milieu. Et à main levée, combien d'entre vous sont allés plus loin cette fois? Ok, asseyez-vous un instant. Très bien. Je vais vous expliquer ce qui s'est produit. Vous aviez dans votre esprit une expérience de la réalité qui s'appelle « Jusqu'où je suis allé », pas vrai? Ensuite, je vous ai demandé de visualiser quelque chose, d'avoir une vision de quelque chose que vous vouliez, qui consistait à aller plus loin que ce que vous aviez expérimenté. Et quand vous maintenez ces deux éléments dans votre esprit simultanément, cela crée quelque chose dans le cerveau appelé la tension structurelle. C'est une tension mentale. Cette tension mentale veut se résoudre. Elle ne peut se résoudre que de deux façons. Soit vous abandonnez l'objectif, soit l'objectif devient réel. Alors que se passe-t-il dans votre cerveau quand vous faites ça et que vous maintenez cette tension structurelle? Vous avez déjà entendu parler de la discipline du succès, c'est quelque chose que vous pratiquez chaque jour comme discipline. Et ce que vous devez faire, c'est visualiser votre objectif comme s'il était déjà atteint. Cette tension structurelle entraîne trois choses. Premièrement, vous commencez à percevoir des choses autour de vous qui ont toujours été là et qui peuvent être des ressources pour vous aider à atteindre vos objectifs. Des choses que vous n'aviez pas remarquées auparavant, mais elles étaient là. Deuxièmement, vous allez commencer à avoir des idées créatives. « Oh, je pourrais faire ça !» Troisièmement, vous allez vous sentir motivé à passer à l'action. Maintenant, je veux que vous portiez votre attention ici, sur l'écran. Nous allons y afficher une phrase. Et j'aimerais que vous lisiez cette phrase avec moi à haute voix. À 3, on la lit ensemble. 1, 2, 3. Garde confiance et avance avec détermination. Chaque petit pas te fait progresser vers tes rêves et l'effort que tu mets aujourd'hui portera ses fruits demain. D'accord, on va retirer cette phrase de l'écran. Ce que j'aimerais dans un instant, c'est qu'on la remette à l'écran et elle sera affichée pendant seulement 10 secondes. Et ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est compter le nombre de fois où il y a la lettre T. Combien y a-t-il de T dans cette phrase? Ne dites rien à haute voix, gardez ça pour vous et on verra ce qui se passe. Alors si nous pouvons remettre cette phrase à l'écran pendant 10 secondes, allez-y, comptez. Bien, maintenant, à main levée, combien d'entre vous ont compté entre 6 et 9 T? Levez la main. D'accord, environ un tiers du public. Combien ont compté 10 ou 11 T? 1, 2, 3, 4, environ 8 personnes. Combien ont compté 12 ou 13 T? Environ 12 personnes. Combien ont compté 14 T? Environ 7 personnes. Combien de personnes ne lèveraient pas la main, peu importe ce que je demande? Je vous vois là-bas. D'accord, bien. Première question. Est-ce qu'on regardait tous la même phrase? Ou pas? Vous voyez, il y a une réalité objective. Jetons un coup d'œil à nouveau et voyons ceux d'entre vous qui ont vu moins de 10 T. Si nous regardons l'écran, est-ce que ce sont ceux que vous avez vus? D'accord. Maintenant, si vous regardez, il y a 14 T surlignés dans cette phrase. Vous entendez ce « Oh » C'est ce que les psychologues appellent la réaction « Oh mon Dieu », vous savez. D'accord, voici la situation. Juste parce que vous n'avez pas vu les T, est-ce que ça signifie qu'ils ne sont pas là? Non, ils sont toujours là, que vous les voyez ou non. Pensez-vous que certaines personnes voient plus de ressources dans le monde que vous? Plus de solutions aux problèmes? Plus d'opportunités entrepreneuriales que vous, peut-être? Vous voyez, tout est là. Toutes les solutions à vos problèmes existent, mais vous ne les voyez pas. En 1983, l'équipe de voile australienne n'avait jamais gagné une America's Cup. Jamais. Et le coach a eu une nouvelle idée. Il a dit « Essayons cette technique de visualisation ». Il a fait un enregistrement. Et sur cette bande, il faisait une narration de l'équipe australienne battant l'équipe américaine. Ça disait quelque chose comme « Nous faisons le tour de la dernière bouée, nous avons 3 longueurs de bateau d'avance sur les Américains et ils avaient tous les effets sonores en arrière-plan, le vent dans les voiles, l'eau qui passe, les cordages frappant le mât et tous ces sons associés à la voile.
Cette bande durait environ 20 minutes. C'était un peu plus rapide que la course réelle, et ils imaginaient battre les Américains. Il a fait écouter cette bande à l'équipe chaque jour, 2 fois par jour, pendant 3 ans. Quelqu'un vient de dire « Oh mon Dieu !» Quand ils sont finalement allés affronter les Américains, ils se sont dit « Pas eux encore !» Combien de fois devons-nous battre ces gars ? C'était évident qu'ils allaient les battre. Leur attitude entière était totalement différente et c'est ce qui s'est produit et ils ont remporté l'America's Cup. L'idée est que vous pouvez utiliser cela dans tous les aspects de votre vie, que ce soit dans le sport, pour perdre du poids, pour obtenir de meilleures notes à l'école, pour apprendre une langue ou peu importe. L'étape numéro 4 est la suivante. Passer à l'action. Vous devez passer à l'action, vous ne pouvez pas juste rester assis et espérer que ça arrive. L'une des étapes, l'une des actions que vous devez entreprendre s'appelle « demander ». Et nous avons réalisé que l'un des principaux obstacles pour la plupart des gens était la peur de demander ce qu'ils voulaient. Marquita Andrews était l'exemple vivant de ce que nous appelons « demander, 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 demander ». Parce que vous allez devoir demander à beaucoup de gens. Quand Marquita était plus jeune, sa mère est venue la voir et lui a dit « Tu sais Marquita, j'ai un rêve. Mon rêve est de voyager autour du monde. Mais j'ai aussi un rêve pour toi. Je veux que tu sois diplômée de l'université. Le problème, c'est que je suis serveuse. Je ne vois pas comment je pourrais réaliser les 2 rêves avec mon petit salaire, mais je te propose un marché. Si tu vas à l'université et que tu acceptes qu'après l'obtention de ton diplôme, tu prennes 25% de tes revenus pendant quelques années pour les économiser et m'envoyer autour du monde, alors je paierai tes études universitaires. Mais si tu n'es pas prête à le faire, alors je ne sais pas si je veux financer pour tes études. Qu'a-t-elle dit ? Elle a 7 ou 9 ans à ce moment-là. Elle a dit « Bien sûr, marché conclu ». Eh bien, plus tard cette année-là, elle a rejoint les Brownies, un groupe de scouts pour filles, et ils ont lancé leur vente annuelle de cookies. Cette année-là, ils ont organisé un concours. La fille qui vend le plus de cookies gagne un voyage pour 2 autour du monde. Marquita se dit « Je vais m'en sortir facilement avec ça ». Et elle commence à vendre des cookies comme vous ne pouvez pas l'imaginer. Dans sa première année en tant que scout brownie, elle a vendu 3526 boîtes de cookies des Girl Scouts. Quelqu'un vient de dire « Impossible ». La plupart des filles qui vendent des cookies sont déjà heureuses si elles arrivent à vendre 300 ou 400 boîtes. 3526. Comment a-t-elle fait ? Demander, 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 demander. Elle vit à New York où la densité de population est élevée. Elle allait dans des immeubles d'appartements les plus hauts et alors que les gens descendaient le matin ou revenaient du travail, elle était toujours là. Avez-vous déjà acheté vos cookies ? Voulez-vous acheter des cookies ? Et si quelqu'un en achetait un, elle disait « Pourquoi pas en prendre 2 ?» etc. Elle demandait et redemandait sans cesse. How many boxes? Just 1 of each. Would you like to buy some more for your friends or if you have parties? Et à l'âge de 14 ans, elle écrit un livre intitulé « Comment vendre plus ». Elle a donné une conférence au Radio City Music Hall devant l'assemblée de la MDRT, un groupe d'agents d'assurance ayant vendu pour plus d'$1 million de commission. À la fin de son discours, elle dit « Je veux que vous regardiez sous votre siège. Vous trouverez une carte. Prenez-la et écrivez un chiffre entre 5 et 10 dessus. Tout le monde le fait. Puis elle dit « C'est le nombre de boîtes de cookies que je veux que vous m'achetiez avant de partir. » Ce jour-là, elle a vendu 7000 boîtes de cookies. Elle est entrée dans le livre Guinness des records. Avant de prendre sa retraite, elle avait vendu plus de 32 000 boîtes. N'est-ce pas impressionnant ? Son record reste imbattu. Mais qu'a-t-elle fait ? Demander, demander, demander encore et encore. Maintenant, parlons de cette peur. La plus grande peur, je pense, qui empêche la plupart des gens de demander, c'est la peur de quoi ? Du rejet. Alors, disons que je demande « Comment vous appelez-vous » Je vais voir Suzanne et je lui dis « Suzanne, voudrais-tu dîner avec moi ce soir ?» Imaginons qu'elle dise non. Oh mince. Et tout le monde dit « Jack a été rejeté, c'est tellement triste. » Mais voyons ça objectivement. Avais-je quelqu'un avec qui dîner avant de lui demander ? Avais-je quelqu'un avec qui dîner après lui avoir demandé ? Ma vie s'est-elle aggravée ? Elle est restée pareille. Voyons maintenant comment surmonter n'importe quelle peur. Il y a plusieurs techniques, mais examinons ce qui est probablement l'une des plus puissantes. Je vais faire une petite démonstration pour vous montrer comment ça fonctionne. Je vais prendre cette chaise ici et faire comme si c'était un plongeoir. Je vais me tenir au bout du plongeoir. Combien d'entre vous osent sauter d'un plongeoir ? Vous vous souvenez la première fois que vous avez fait ça ? Vous êtes debout sur le plongeoir. Donc m'y voici. Et mon père est dans l'eau en bas. Il dit « Allez, saute !» Et moi « Papa !» Il dit « Ce n'est qu'à 1 mètre de l'eau. » « Oui, mais il y a encore 2 mètres jusqu'au fond. »
Et ça en fait 4 du fond de la piscine jusqu'à ma tête, c'est pas rien. Il dit « Allez, saute !» Mais j'ai peur. Est-ce que ça vous parle ? Combien d'entre vous, à ce moment-là, diraient « Tu sais, papa, je pense que je vais descendre du plongeoir, parler à un psychologue, travailler sur ma peur de sauter depuis un plongeoir, et quand j'aurai réglé ça, je reviendrai sauter. » C'est ce que vous avez fait ? Non, qu'avez-vous fait ? Vous avez ressenti la peur et vous avez sauté quand même. Et c'est vraiment le principe qui fonctionne. Pour tout dans la vie. Vous allez ressentir de la peur, ça arrivera, et alors la plupart des gens laissent la peur les arrêter et disent « Évidemment, je ne devrais pas faire ça ». Voilà quoi faire, ressentez la peur et faites comme si vous étiez un enfant de 2 ans. Prenez l'enfant par la main. Par exemple, il avait peur de son premier jour d'école, et alors, emmenez-le. C'est vous l'adulte. Traitez votre peur comme un enfant. Ne la laissez pas vous contrôler, vous êtes plus grand que ça. Cela nous amène à la 5e étape, s'adapter au feedback. Quand vous faites une première action, est-ce que ce sera nécessairement la bonne ? Non. Mais vous n'aurez pas de feedback sans agir. Combien d'entre vous demandent activement des feedbacks ? Vous dites « Hey, je veux un feedback sur comment être un meilleur parent ou enseignant, ou comment puis-je être un meilleur vendeur, comment puis-je mieux travailler ?» La plupart des gens ne demandent pas d'avis, mais pourquoi ? Ils ne veulent pas la réponse. Mais disons que vous êtes enseignant et que vous ne demandez pas de retour. Comment puis-je être meilleur ? Les enfants, est-ce qu'ils parlent de la façon dont vous pourriez être un meilleur enseignant ? Ce prof, il ne nous laisse jamais faire ça, c'est un naze et blablabla. Tout le monde le sait, sauf vous. Si ça ne va pas avec votre femme, elle a probablement déjà appelé sa copine, sa mère, sa sœur, elle parle à ses collègues de tout ce qui ne va pas chez vous. Mais devinez à qui elle ne l'a pas dit ? À vous. Maintenant, j'aimerais vous montrer comment ça fonctionne. J'ai besoin d'un autre volontaire dans le public. Qui veut participer ? Ok, quel est votre nom ? Marianne. Marianne ? Très bien, voici un micro. Alors vous allez vous placer juste ici, à côté des plantes. Et regardez-moi de face. Ce que je vais faire, c'est marcher vers vous dans un instant. Vous serez mon objectif. Et quand je marche droit vers vous, je veux que vous disiez « oui ». Si je dévie même de 5 degrés, vous dites « non ». Ok, vous êtes prête ? C'est parti. Pourquoi ne me donnez-vous pas de feedback ? Car vous n'avez rien fait. Parce que je n'ai encore rien fait, exactement. Voilà le truc, si je n'agis pas, je n'obtiens aucun retour. C'est pour ça que l'action est si importante. Maintenant, on recommence. Vous êtes prête ? Ok, c'est parti. C'est bien ? Oui. Oui. Ah non. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Maintenant, suis-je bien arrivé ? Donc si je passe à l'action et que j'écoute les feedbacks, j'atteins finalement quoi ? Mon objectif. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment beaucoup de gens gèrent les retours. Voici comment une personne que je connais agit. Oui. Oui. Non. Non. Oh, c'est trop dur, je laisse tomber, je peux pas. Maintenant, est-ce que je connais quelqu'un qui reçoit des retours négatifs et abandonne instantanément ? Oui, vous avez déjà vu ça. Voici une autre manière dont certaines personnes gèrent les retours négatifs. Voyons ce que ça donne. Prêt ? Ok, c'est parti. C'est bien ? Oui. Non. 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 T'es tellement négatif, tu pourrais pas dire quelque chose de gentil ? Avez-vous déjà vu quelqu'un s'énerver contre une personne qui veut l'aider et qui pourrait lui être utile ? Exactement. Oui. Maintenant, voici une autre personne que je connais. Il a fait faillite 3 fois et 3 divorces. C'est ainsi qu'il gère les retours. Prête, Marianne ? Ok, c'est parti. Non, mais non, mais non. Stop. Sa phrase préférée était « c'est ma façon ou rien ». Tant que tu vis dans ma maison, tu vivras selon mes règles. Il n'était pas ouvert au retour, il préférait avoir raison plutôt que réussir. Ça vous dit quelque chose ? Oui. Donc quelle est la clé ici ? Demandez des feedbacks et ensuite écoutez-les, puis ajustez et continuez à avancer vers votre objectif. Et finalement, l'étape numéro 6. Persévérer. N'abandonnez jamais. Jamais. Si vous avez un objectif qui est important pour vous, n'abandonnez pas. Vous ne le savez peut-être pas, mais le millionnaire moyen en Amérique a fait faillite 3 fois avant de devenir millionnaire. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais statistiquement, c'est le cas. Walt Disney a fait faillite 5 fois. Henry Ford a fait faillite 3 fois. Ça demande de la persévérance. Fred Astaire, lors de son premier casting, qu'ont-ils dit ? Ne sait pas jouer ? Chauve ?
Danse un peu. La chance ne semblait pas lui sourire avant qu'il ne devienne l'un des plus grands danseurs, acteurs et chanteurs de tous les temps. Ne laissez pas les autres déterminer votre parcours et persévérez. Si vous faites de vos rêves une priorité, que vous vous entourez de personnes positives, que vous prenez 100% de responsabilité pour votre vie et que vous décidez ce que vous voulez, que vous vous fixez des objectifs spécifiques, que vous les visualisez comme déjà accomplis, que vous passez à l'action et écoutez les feedbacks, que vous faites des ajustements tout au long du chemin sans jamais abandonner, je vous promets que vous commencerez à vivre une vie incroyable, pleine de rêves réalisés.